Bonjour Frédéric Langin. Bonjour, bonjour. Directeur général de TCL. Directeur marketing et vente Europe. Bon, j'anticipe. Oui, c'est vrai, ça ne serait tardé. Il se passe tellement de choses à Las Vegas. Il se passe tellement de choses ici à Las Vegas que je prends de l'avance. Bienvenue sur le plateau de Watch. Merci de me recevoir. On le disait, un 97 start-upper. 24 heures d'antenne. C'est un peu grâce à vous parce que vous êtes l'un des 107, partenaires. Benjamin, pas 107. 97. Ah oui, Bah oui, t'as raison. ne nous Vous diminue voyez pas la charge, sinon l'objectif l'année prochaine sera trop facile à atteindre. Alors, ça va être compliqué. 24 heures d'antenne qui se termine dans un peu plus d'une demi-heure. Merci de votre soutien parce que c'est un peu grâce à vous qu'on a pu monter cette opération. C'était vraiment chouette. C'est aussi l'occasion de découvrir ou de mieux connaître certaines des grandes marques qui sont ici. Et TCL, c'est vrai que vous commencez à percer, en tout cas en France, de manière assez intéressante. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer l'historique de cette marque qu'on voit associée à Neymar, forcément, ça, Alors, ça TCL, donne de la visibilité, mais TCL, c'est une entreprise d'où vous venez qui est créée en 1981, donc c'est pas une entreprise toute jeune, mais enfin, on va dire mature en termes d'âge, et qui a été créée en Chine en 1981, et qui a commencé par un business de cassettes. C'était vraiment le tout début, et qui a évolué à travers les... bien le micro, vraiment. Ah, vous m'entendez pas là? Comme ça seulement. Voilà, comme ça. Ok, super. Comme ça, le son est nickel. Donc, qui a été créé en fait en 81 et qui a évolué dans la high-tech jusque maintenant, et qui est sorti vraiment de son marché domestique chinois en 1999. Donc ça fait déjà aussi un moment. Et en Europe, il y a eu vraiment un moment très important lorsque en fait, TCL a racheté Thomson, Thomson Multimédia, qui était l'un des fleurons de la high-tech française. Ça c'est fin des années 90, non? C'est ça? C'est 2004, le rachat. 2004, c'est 2004. Donc il y a eu une jeune venture qui s'est passée, puis après il y a eu différentes restructurations. En tout cas, c'est là que le business a commencé en Europe, via la France, puisque rachat de Thomson. D'ailleurs, notre siège européen est à Paris, enfin ici, les Moulineaux. Et puis ensuite, au fur et à mesure des années, eh bien, la boîte a progressé partout dans le monde. Pourquoi le rachat Pourquoi est-ce qu'un groupe chinois s'est intéressé à Thomson à ce moment-là? Alors, j'étais pas dans l'entreprise à cette époque-là, et je ne peux pas parler pour mon chairman, mais c'est vrai que je pense que ça a accéléré un petit peu l'implantation. Très évidemment, de prendre une marque déjà connue à l'époque. Et puis, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a également lancé la marque TCL en Europe. Là, c'est plutôt aux alentours de 2008-2009. Et aujourd'hui, la marque TCL, vous avez dit que c'était un géant chinois. C'est vrai qu'on est un géant au niveau mondial. On est encore relativement petit, mais en forte croissance en Europe. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que les années passent, on nous le voit de plus en plus. Mais on n'est pas dans un mode, on n'est pas apparu d'un seul coup cette année ou l'année dernière. Bien sûr. On progresse vraiment lentement mais sûrement. Et effectivement, on est un petit peu, on veut un petit peu suivre l'exemple des États-Unis. Où aux États-Unis, ils ont commencé vraiment à rentrer sur le marché il y a 5 ans. Et là, ils sont numéro 2 sur certains mois de l'année. Donc la performance de l'équipe américaine met un peu de pression sur les équipes européennes. Alors ici au CES, il y a un des critères qui distingue les grandes et des boîtes plus modestes, c'est le fait de faire une conférence de presse. Mais ici à Vegas, c'est des vraies conférences de presse. Et vous avez fait partie de ceux une conférence de presse lundi dernier, oui. Qui avait justement tenu cette conférence de presse, notamment pour annoncer ces écrans 8K. On va les voir juste après, mais expliquez-nous un petit peu la stratégie du côté de la télé. Alors la télé, c'est un élément très important pour nous. C'est, on va dire, incarne notre business au niveau mondial, la télévision. Et c'est vrai que c'est aussi le moyen de créer une marque. La télévision, c'est un produit qui est au centre du salon, qui permet de... Il y a à peu près 2 catégories qui permettent de vraiment créer une marque, c'est les smartphones et la télévision, à mon sens. On peut challenger, si vous voulez. Vous pouvez me challenger? Challengez-moi, s'il vous plaît. Non, mais on a vu, vous avez on est d'accord, vous avez aussi les casques, des écouteurs, des choses comme ça. On vient de lancer des produits audio également. Il y a des marques qui sont créées avec ça aussi, on le sait. Donc ça peut être aussi un axe intéressant pour vous, j'imagine. Voilà, j'étais challengé. Voilà. Ça me fait plaisir. L'idée, c'est que vous deveniez une marque globale comme un Samsung. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Alors, on est déjà une marque globale. On est numéro 3 dans le monde aujourd'hui, après les 2 coréens. Samsung et LG. Donc pour répondre à votre question sur la télé c'est hyper important pour nous, pour les raisons que j'ai indiquées. Et puis on est un des grands fabricants mondiaux. Ce qu'a expliqué, je pense, mon collègue lorsqu'il est venu vous rencontrer hier, Antoine. On est intégré de façon verticale, et un produit TCL, une TCL, c'est une TCL de A à Z. De la dalle. C'est aussi quelque chose de très rare, parce que
Il n'y a que 3 fabricants de dalles au monde. Exactement. Non, il n'y a que 3 fabricants qui sont à la fois producteurs de dalles. Il y a aussi d'autres entreprises qui produisent des dalles mais qui ne vendent pas de télé. Mais c'est vrai qu'on est que les 3. marques visibles en tout cas. Les marques visibles. Par exemple, au Japon, ils fabriquent des dalles, mais on les voit beaucoup moins d'ailleurs. Il y a une dizaine de marques. Il y a aussi beaucoup d'entreprises chinoises qui commencent à se développer dans les dalles. C'est un marché qui intéresse tout le monde, mais qui est un marché à lourd investissement. On a investi plus de 20 milliards de dollars en quelques années sur différentes générations. Est-ce que vous vendez vos dalles à d'autres, à des marques connues, bien sûr, plus ou moins connues Bien sûr. On vend nos dalles à d'autres, on achète aussi chez d'autres. Je ne peux pas citer évidemment bien sûr, mais bien sûr, c'est un business, c'est un trade aussi, les dalles. Alors, pour reprendre l'historique des derniers mois, à l'IFA, qui est le salon de Berlin au mois de septembre, Samsung a annoncé, un peu à la surprise générale, une gamme d'écrans 8K qui a un peu bousculé le marché. Ceux à qui on posait la question ici disaient que c'est le rôle de Samsung d'être précurseur. Et vous ici, vous avez justement aussi annoncé l'arrivée d'écrans 8K. Alors j'irais même plus, on a annoncé en même temps que Samsung à l'IFA. Les vôtres aussi on était 3 marques à avoir annoncé, dont Samsung. Avec une dispo en revanche qui était plus immédiate pour Samsung. On avait annoncé une dispo pour le deuxième semestre 2019. Et Samsung effectivement a sorti les produits dans la foulée. Donc effectivement il y a une différence. Alors, comment ça se passe si vous avez un décalage, je vous coupe, excusez-moi, mais vous avez un décalage de 6 mois grosso modo, comment vous pénétrez les marchés? Vous êtes moins cher que Samsung? Comment vous les êtes en fait, c'est le challenger en fait. Je suis assez. Non, mais moi je suis consommateur surtout, donc. C'est une bonne question. Effectivement, vous avez bien pu noter que la façon qu'on avait de se développer, c'est de procurer des produits très spéqués pour un prix qui soit plus abordable pour le consommateur final. On a parlé de démocratisation de la technologie, ça fait longtemps qu'on en parle, mais on donnait plus pour leur argent. Et donc effectivement, on va venir avec des technologies qui sont prime à un pricing plus abordable. Donc par rapport aux concurrents que vous avez cités. Mais le choix aussi qu'on a fait du 8K, l'annoncer, on l'a annoncé parce qu'on veut montrer aussi qu'on est capable d'avoir les technologies des deux autres grands. On n'a pas à rougir en technologie. Samsung et LG. Absolument. En même temps, on pensait pas forcément que le marché était prêt. Donc on l'a annoncé. Et là, on va vraiment les sortir juste avant l'IFA. Voilà. Donc on a un planning qui est... Il y a des marques que je ne vais pas citer comme ça, on va éviter le petit rituel habituel, mais il y a des marques qui produisent ou qui fabriquent des téléviseurs 8K et qui sont également fabricants de contenu, producteurs de contenu, cinéma, télévision. C'est quoi pour TCL l'avenir du 8K? Est-ce que vous comptez peut-être investir dans la production ou pas du tout? C'est quelque chose que vous laissez à d'autres et vous attendez des contenus. Et par extension de cette question, quand est-ce que vous voyez des vrais contenus 8K arriver pour le grand public? Parce qu'aujourd'hui, les télés effectivement sont sur le marché, mais concrètement, il n'y a rien à mettre dedans. À part des démos, il n'y a rien à mettre dedans. C'est le problème de la 4K qui est vous savez que les télés font de l'upscale, donc on peut quand même voir du contenu. Bien sûr qu'on peut voir du contenu. Je vais rassurer ceux qui... On peut afficher une image. Je vais rassurer ceux qui nous regardent. Des caméras 8K, non? Vous pouvez acheter des téléviseurs 8K, vous verrez une très belle image, même si ce n'est pas du 8K. Mais voilà, ma question était un petit peu au-delà de ça. La question, effectivement, en termes de contenu, on sait tous qu'il n'y a pas de contenu aujourd'hui de la part des chaînes de télévision ou même des grands producteurs de vidéo on demand. On sait que la première date, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Maintenant, donc non, pour répondre à la question, on n'est pas des producteurs de contenu. Nous, on essaie de faire bien ce qu'on sait faire, notre cœur de métier, mais on sait que le contenu va se développer. Et c'est pas tellement grave, parce que ce qui est important, c'est quand même que les clients achètent des produits qui soient évolutifs, dont ils pourront se servir dès aujourd'hui et qui pourront supporter les évolutions de demain. Et le 8K, j'ai écouté un petit peu ce que vous disiez hier, enfin même beaucoup attentivement ce que vous disiez hier. Le 8K, c'est un petit peu le Graal. Enfin, c'est ce que ça fait longtemps qu'on dit que le 8K et puis la 5G, c'est les deux éléments qui feront qu'on consommera la télévision de façon hyper... Il y a quand même, alors, bien sûr, on est à la maison, enfin chez nous, on a la fibre optique qui permettent d'avoir des débits intéressants, notamment pour la 4K. Mais bon, c'est le cas de Netflix, Prime Video, où on a des contenus. C'est vrai qu'on l'évoquait hier soir. Pour travailler de temps en temps pour des chaînes de télé assez connues en France,
il y a un gros problème de stockage de données, d'images. Déjà pour la 180, la HD, la HD normale, la 1080, pardon. C'est pour ça qu'il y en a plein qui sont encore en 720 sur la TNT, parce que ça prend trop de place sur les serveurs. Et donc, imaginez déjà de la 4K en France, globalement, c'est compliqué. Alors la 8K, pour les chaînes traditionnelles, j'entends. C'était pareil pour la 4K il y a 2-3 ans. C'est le cycle de la 4K. Il y a un changement intéressant, Nico, c'est qu'on sait maintenant faire tenir de la très haute résolution dans des fichiers beaucoup plus petits, notamment avec le H265 qui peut vraiment arriver. C'est ça, mais je pense qu'il y a que là qu'on va pouvoir réussir à vraiment faire passer tout ce flux d'informations. Parce que des fichiers qu'on arrive à faire plus petits et des tuyaux qui s'agrandissent avec la 5G, ça va être de moins en moins un problème. Après, il y a quand même le temps d'inertie de toute la chaîne de production. Et il faut passer. Dans certaines grosses boîtes, c'est compliqué. Après, effectivement, il y en a qui vont beaucoup plus vite. Et même des petites structures qui vont beaucoup plus vite. Vous avez moyen, vous, en tant que vous qui touchez le consommateur final, d'inciter cette mutation auprès des grands acteurs, des producteurs, diffuseurs, ou pas du tout? Enfin, pas seulement nous, TCL, je pense que l'ensemble des grands acteurs bien sûr. de fabricants de matériel poussent effectivement pour qu'il y ait des contenus. Comme vous avez une position qui est quand même, hier on l'évoquait, votre positionnement au niveau des grands acteurs, vous êtes en train de dépasser beaucoup de gens et de devenir dans le trio ou le duo de tête tout doucement. Donc vous avez un rôle tellement important. C'est la réponse à votre question. Oui, donc on y travaille. On y travaille. Il y a un travail qui est fait je dirais, de discussion et d'incentive. C'est pour ça que le fait de sortir ces écrans, de les mettre à disposition du public qui va les installer à la maison, c'est dans la logique des choses que le reste de la chaîne suit finalement. La poule et l'œuf, c'est ça. Et en fait, on parle de ça, mais on peut parler de ça dans tout progrès technologique. Il y a toujours de l'avance entre ce qu'on montre et ce que le consommateur final va avoir dans son salon. Le CES, c'est ça, et c'est pour ça que le CES est aussi important. Comme l'IFA, je pense, à Berlin. Et c'est aussi pour ça que la télévision, parce qu'on parle de la télévision, est toujours là. Parce qu'elle a toujours su se réinventer. Il y a 10-15 ans, on parlait de la fin de la télévision. On disait que le PC serait le centre du salon, je ne sais pas si vous vous rappelez. Le PC, il n'est pas dans le centre du salon. Ça peut se rejoindre quand même. Aujourd'hui, on se connecte en HDMI ou en autre chose. Moi, j'ai jamais vraiment cru, parce qu'on n'a pas la même attitude face à un téléviseur que face à un PC. Bien sûr. On est passif ou actif. Bien sûr. Et c'est familial ou ça l'est moins. Et puis c'est simple à utiliser, un téléviseur, c'est on-off. Ça, c'est une chose qui il y a une ergonomie qui reste très simple. Alors justement, je vois que chez certains concurrents, de vos concurrents, l'ergonomie a beaucoup évolué. Je pense aux télécommandes, c'est assez extraordinaire sur certains produits un peu haut de gamme. Comme on parle à la télécommande, on simplifie énormément les télécommandes des écrans. Maintenant, on va même s'affranchir des télécommandes de plus en plus. C'est ça, je pense qu'à un moment, on va avoir... dans le 8K que nous avons lancé, le X10, il y a des micros sur la télévision. On a sur le plateau directement en far field. On a sur le plateau des écrans de contrôle qui sont des écrans TCL. C'est la petite télécommande qui permet d'utiliser la reconnaissance vocale. C'est une des télécommandes qu'on trouve aujourd'hui. Alors il y a un accès direct. Est-ce qu'on peut l'avoir? Alors ça c'est la version américaine. Donc il y a différents contenus qu'on n'a pas forcément. On a accès direct à Netflix, à différents... On est très loin de la télécommande avec 70 boutons. On n'est plus en consommation linéaire de la télévision, on est d'accord. Je suis fan de ce genre de choses parce que effectivement, ça simplifie le quotidien de plein de gens, de pouvoir utiliser avoir des outils comme ça à la maison au quotidien. Et surtout, on a moins de télécommandes qu'avant, ça c'est bien aussi. En fait, ce qu'on résume sur la télécommande, c'est les fonctions essentielles. Et puis, on déporte le reste, soit dans des raccourcis, soit dans de la reconnaissance vocale. C'est un petit peu ça l'idée. Une box, je suppose, peut-être, en tout cas récupérer les infos et les associer, ça aussi absolument. Les intérêts. Je pense qu'une télé, ça sert à se divertir, on est d'accord. Donc là, on a l'accès direct au divertissement à travers les boutons qu'on voit, Netflix, Amazon Prime, etc. C'est ça là. Et là, c'est la version effectivement des États-Unis, mais sur nos télécommandes en Europe, ça fait longtemps qu'on a mis un bouton Netflix. Oui. On était parmi les premiers. Et Prime, etc. Donc Frédéric Langin, pour continuer à parler de la télé, sur votre stand, on va peut-être voir des images de votre stand, il y a effectivement toute cette zone consacrée à vos écrans 8K qui arrive, je crois, au moment de l'IFA justement. C'est ça, il va arriver au moment de l'IFA. Au mois de septembre. Ils seront disponibles au mois de septembre. On n'a pas encore de prix? On n'a pas encore de prix. On n'a pas encore fait la... parce qu'en fait, le prix... on ne va pas annoncer un prix 6 mois à l'avance, ça fait peu de sens. Ça va dépendre du marché, ça va dépendre des coûts, très honnêtement également. Automobiles ne le font pas non plus, je te rassure. En tout cas, il sera à un prix dont on estime que le consommateur sera capable d'acheter. On va sur votre stand d'ailleurs que vous faites. Bon, on va en reparler. Vous faites beaucoup d'autres choses que de la télé. On va finir sur la télé parce que l'intelligence artificielle, Gary Shapiro qui était à votre place il y a une heure nous le disait, est vraiment le domaine, le sujet majeur
de cette année ici au CES. Ouais. Et vous en mettez aussi dans vos télés. Il y a beaucoup de R&D chez vous autour de l'IA. Ah oui, il y a beaucoup de R&D. Il y a beaucoup. Déjà, on dépense à peu près 5% de notre chiffre d'affaires en R&D. On a installé un grand centre de R&D en Pologne. Donc, on investit beaucoup en Europe. On l'évoquait hier, je crois. Et on a un grand centre de R&D à Varsovie, qui aujourd'hui, on dirait une trentaine de personnes, mais qui va rapidement monter une centaine de personnes, dont effectivement le cœur de métier est de réfléchir aux solutions d'intelligence artificielle dans la télé. Donc c'est effectivement très important pour nous. Et donc quand on voit les évolutions aujourd'hui, nous on est un petit peu agnostique. On intègre les solutions de Google Android, celles d'Alexa. Et donc on brande ça sous un intelligence artificielle TCS et AI in. Mais c'est vrai que c'est phénoménal. Comment faire pour justement, il y a des micros sur vos télés, sur la 8K notamment. Sur la nouvelle télé, oui. C'est ça. Comment pouvoir intégrer maintenant alors, est-ce que vous pouvez éventuellement développer votre Siri à vous éventuellement, ou est-ce que vous pouvez éventuellement proposer un produit qui puisse intégrer tous les produits, ou s'adapter à tout ce qui existe en fait, que ce soit chez Google, que ce soit chez Apple ou chez les autres? Je pense que vous êtes plutôt partant là-dessus. Je pense que c'est la tendance, oui, c'est ça. C'est la tendance, c'est d'adopter, encore une fois, comme j'ai dit juste s'adapter vraiment à tout. Comme j'ai dit, comme juste avant, on veut faire bien ce qu'on sait faire. Pour le reste, on va aller chercher et agréger les technologies. Donc c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'on progresse assez vite. C'est sûr. Même très vite. Alors on parle peut-être de ce qui arrive de nouveau chez vous, les casques, l'audio. Ça c'est vraiment un domaine que vous ouvrez ici au CES. Alors, il faut savoir que TCL en Chine... On a des images, je crois, enfin... Non, on les a vues, elles sont déjà passées, pardon. Elles sont déjà passées. J'étais concentré sur oui, autre chose. TCL en Chine, effectivement, a plusieurs types de catégories. La télé dont on a parlé, mais également les produits blancs, également les produits d'air conditionné, et puis les smartphones. En Europe, aujourd'hui, on n'a que la partie télé, et on a décidé, au niveau mondial, de rajouter une partie audio, puisque l'audio et la télévision c'est quand même très proche. Donc faire je dirais, augmenter l'écosystème, donc sortir le produit TCL de la maison. Okay, et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la partie audio. Donc on l'a présenté là, c'est la première annonce vraiment officielle à la conf de presse de lundi, une gamme de casques et une gamme de barres de son. Il y a du casque sport, il y a du casque... Il y a une segmentation effectivement autour des produits urbains, sportifs, plus classiques. Et là vous le positionnez... et technologique. De la même manière que les écrans, c'est-à-dire qualité accessible ou avec des specs supérieurs pour un prix inférieur. Est-ce que vous faites de la réduction aussi comme d'autres font ou essaient de faire d'ailleurs? Oui, on a un casque Bluetooth avec du noise cancelling par exemple. Oui. Donc, la question est intéressante. C'est pas forcément plus pour moins cher, c'est plus pour le même prix. Bien collé le micro. Il commence à y avoir du monde derrière nous, donc c'est vrai que pour éviter que l'ambiance nous perturbe. Pardon. La question est intéressante. Vous avez mentionné plus de caractéristiques pour un prix moindre, c'est plus pour le même prix. Pour le même prix, on est d'accord. Donc oui, pour répondre à votre question, on est consistant. C'est-à-dire que ce qu'on fait dans la télé, on veut le faire dans d'autres produits. On veut donner plus. Alors je ne peux pas encore donner de prix, c'est un petit peu compliqué parce qu'on vient d'annoncer les produits qui seront disponibles au mois de mars. Mais effectivement, là où des solutions seront peut-être à 200 €, peut-être qu'on sera 30-40% en dessous avec des features intéressants. L'objectif de l'année 2019 pour vous, Frédéric, c'est quoi? C'est votre objectif numéro 1, c'est la sortie de ces écrans 8K au mois de septembre, ou il y a d'autres choses qui vont arriver entre-temps? Mon objectif, moi, c'est à titre personnel, en représentant l'Europe, c'est de faire progresser ma marque en termes de part de marché au niveau européen. C'est ce que j'ai. Voilà. Donc, en France, on est déjà numéro 3, ça c'est selon GfK, donc je cite... Neymar, ça vous a beaucoup aidé en France? Ça vous aide beaucoup? Neymar, ça aide beaucoup. C'est un ambassadeur qui parle aux gens auxquels on veut parler. C'est des gens un peu plus jeunes. Il a 110 millions de followers sur Instagram. Ça doit coûter un peu d'argent quand même. 60 millions sur Facebook. C'est un contrat mondial. Vous comprenez le montage. C'est un contrat mondial avec lui. C'est un contrat mondial. C'est un contrat mondial et c'est un contrat effectivement qui a une valeur. Mais il a une valeur. C'est un investissement. Donc c'est important. Aujourd'hui, nos partenariats au niveau global sont basés sur effectivement Neymar en tant qu'ambassadeur, et puis on est un gros sponsor de la Fédération internationale de basket également, et notamment du championnat du monde de basket qui aura lieu en Chine au mois de septembre. Voilà. Merci beaucoup Frédéric d'être venu sur le plateau. Je suis ravi d'avoir été le dernier ou l'un des derniers invités. Vous êtes le dernier invité. Vous êtes le dernier invité. Et merci de votre accueil. C'est avec vous qu'on va commencer à refermer
cette page de 24 heures. Ok. Et vraiment, c'était chouette de faire ce projet avec vous. Félicitations à bientôt. Pour votre 24 heures. Merci. À bientôt. Merci. On va tourner une dernière fois la petite virgule et puis on va commencer à refermer la page de ce marathon de 24 heures de watch ici à Las Vegas. À tout de suite.